J'avais écrit dans ma chambre, vers l'âge de 12 ans, je serai championne du monde. Quand il y avait une tournée à l'étranger, il y avait une fille pour 6 garçons. Je pensais même arrêter le tennis. On m'a toujours dit, moi, dans toute ma carrière, elle n'y arrivera pas. Alors salut à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à vous créer la vie qui vous inspire. Aujourd'hui, je suis avec Brigitte Simon. Elle a été numéro 1 française, elle a été plusieurs fois championne de France et elle est allée jusqu'en demi-finale à Roland-Garros. On va pouvoir découvrir son parcours, sachant qu'elle a fait du tennis à une époque où c'était pas vraiment considéré pour une femme de faire du tennis. Donc je suis très content qu'on puisse avoir son parcours, comment elle a réussi à aller jusque-là, comment elle a dépassé aussi potentiellement le regard des autres parfois, les échecs, les erreurs, et ensuite qu'est-ce qu'elle a pu faire après sa carrière de sportive de haut niveau. Salut Brigitte. Bonjour David. Ce qui m'a donné envie de t'interviewer, c'est que déjà j'adore les personnes qui s'autorisent à aller au bout d'un projet, même quand ça peut paraître complexe ou difficile. Donc c'était, tu me disais, il y a 40 ans que tu faisais du tennis de haut niveau. Oui. À cette époque-là, est-ce que tu peux me raconter, c'était comment le tennis en France pour une femme? Le tennis en France pour une femme, on n'était pas nombreuses. On n'était pas considérés comme des vrais sportifs. Les gens, ils te disaient quoi, par exemple? C'est pas tellement qu'ils disaient, c'est que c'était compliqué pour s'entraîner, c'était compliqué pour avoir des aides, pour être soutenu. Il y a 40 ans, et le tennis aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, quoi. On peut pas s'imaginer. Mais justement, décris-nous un petit peu Déjà, ça a beaucoup changé au niveau physique. Le tennis est beaucoup plus physique aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Ce qui a fait évoluer beaucoup le tennis aussi, c'est le matériel. Les raquettes, les balles, les cordages, même les chaussures. On est dans un autre monde. Moi, j'ai commencé le tennis avec une vieille raquette de mon père qui pesait 3 tonnes. Les raquettes en bois, donc ça n'a rien à voir. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu continues alors que, comme tu dis, les femmes à ce moment-là sont moins considérées dans ce sport? Qu'est-ce qui fait que tu persévères? Je me pose pas la question. Pour moi, ça a été une évidence d'être joueuse de tennis très tôt. Vers quel âge? Très très jeune. Je pense qu'à 7 ans, je savais que je serais joueuse de tennis. Joueuse ou tu sais que tu serais championne? J'avais inscrit dans ma chambre, je serais championne du monde. J'ai pas été championne du monde. Je n'ai été que championne de France, mais j'avais écrit dans ma chambre, vers l'âge de 12 ans, je serai championne du monde. C'était une évidence, c'était en moi, c'était dans mes tripes, quoi. Ça a été à peu de choses de gagner Roland-Garros, donc c'était presque. La dernière marche. Dernière marche. Voilà, mais bon, ça s'est pas fait. Donc du coup, c'était un projet qui était important pour toi, et en fait, à la limite, que les autres te considèrent ou pas, c'est pas le plus important. Non, et heureusement pour moi d'ailleurs que je ressentais ça, parce que comme à l'époque, bon, il n'y avait pas de prof de tennis, il n'y avait pas d'école de tennis, etc. Moi, j'ai appris à jouer contre un mur. Il n'y avait pas de prof de tennis? Non, et après, à l'âge de 12 ans, il y a un prof qui m'a, une femme qui s'appelait Marie Noucaille, qui m'a repéré, et puis qui a dit à mes parents, ce serait bien qu'on entraîne votre fille, est-ce qu'elle veut venir dans mon club? Mais moi, j'ai appris contre un mur. Et donc, j'avais pas une grosse technique, j'avais des tripes et j'avais un bon physique. Donc, je courais partout, etc. Et on m'a toujours dit, moi, dans toute ma carrière, même à chaque fois que je passais des caps ou que je progressais, on m'a toujours dit, elle n'y arrivera pas. Il fallait y croire, et puis il fallait se battre parce que, comme le tennis féminin n'était pas très considéré, il n'y avait pas beaucoup de place à prendre. Donc au niveau de l'organisation, des ligues, de la fédération, quand on voyageait, on n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque, on gagnait pas beaucoup d'argent. Quand on rentrait dans un projet fédéral, c'était important pour nous parce qu'on était aidés financièrement, un petit peu. Donc il fallait être vraiment la première. Quand il y avait une tournée à l'étranger, il y avait une fille pour 6 garçons. Et du coup, quand tu dis, voilà, les personnes disaient, voilà, elle est au max de son potentiel, toi tu te dis quoi intérieurement? Je me dis, rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Ils savent pas. Ils savent pas. Est-ce que c'est rien à faire, ça changeait rien, ou c'est rien à faire, même ça te boostait encore plus? Non, c'était très motivant. À la limite, plus on te le disait, plus tu disais, ils vont voir. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous verrez. Alors, ça n'a pas été linéaire. Une carrière, c'est pas linéaire. Il y a des moments un peu plus, on va dire, des phases plateaux. Mais j'ai eu une progression quand même assez rapide. Non, c'était plutôt aussi motivant. Tu pourrais partager comme ça un moment
important de ta carrière, un moment qui a été important pour toi, ou je sais pas, un cap qui a été franchi, une victoire, ou autre d'ailleurs, un moment top pour toi, un souvenir que tu te dis c'était cool. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est mon premier titre de championne de France. Un titre de championne de France à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus, le championnat de France. C'était une étape importante dans la saison. Et pour moi, c'était une forme de reconnaissance. Où on ne me reconnaissait pas vraiment à ma juste valeur. Bon, là, j'étais championne de France, donc taisez-vous, quoi. C'est vraiment ça qui reste un souvenir pour moi très Et le marquant. moment top pour toi, c'est à la fin du match, c'est le lendemain, c'est le soir où tu célèbres, c'est quoi le moment? La fin du match, parce que le sport pour moi, c'est vraiment un domaine qui provoque des émotions incroyables que la vie normale ne nous permet pas de ressentir. C'est très fugitif, hein, c'est très court. En même temps, c'est une délivrance et puis un plaisir incommensurable, quoi. C'est indescriptible, mais c'est très court. Pendant que tu joues ou à la victoire? Non, au moment où on lève les bras, quoi. Au moment où on sait qu'on a gagné. C'est juste à ce moment-là. Une fois qu'on a serré la main à son adversaire, l'émotion, elle est déjà retombée. C'est vraiment au moment où tu viens de gagner. Où la balle de match est finie, quoi. Après, on se refait le match dans la tête plusieurs fois, etc. On digère l'émotion, on digère tout, mais c'est vraiment très, très intense. Et c'est intense aussi dans l'autre sens, quand on perd. Parce que quand on perd un match important, en plus il y a une bagarre. Moi, j'ai jamais eu trop d'émotions quand je perds un match ou quand je gagne un match facile. C'est quand il y a la bagarre. Quand tu dis, par exemple, perdre un match facile, c'est-à-dire que l'autre est vraiment au-dessus? Voilà, quand l'autre est vraiment au-dessus, bon, on donne le meilleur de soi-même, mais bon, voilà, il n'y a pas d'émotion. Par contre, gagner quand ça a été difficile, ou alors perdre à peu de choses, c'est difficile. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a la bagarre, il y a le côté émotionnel de la bagarre et toutes les émotions qui nous traversent pendant le match. Tu disais que tu avais un esprit compétitif, ça te vient depuis quand? Je suis né avec ça, c'est dans mon ADN. Moi, je joue aux cartes, il faut que je gagne. Je suis né pour gagner, mais je n'ai pas tout gagné, mais je suis né pour gagner. Et quand tu dis il faut que tu gagnes, est-ce que si tu perds, tu le vis mal? Non, non. Je suis déçu par rapport à ma performance. Comme si on joue aux cartes et que tu perds, comment tu le vis? Je suis pas contente. Je vais pas le montrer forcément, mais très intérieurement, ça me dérange. Voilà. D'accord. J'ai un petit truc qui me dérange. Tu dirais que pour réussir dans le sport de haut niveau, c'est quoi les ingrédients? La première chose, c'est qu'il faut croire en son projet, il faut croire qu'on est capable de le faire. Quoi qu'on nous dise, quoi qu'on puisse savoir comme critique, etc., il faut croire en soi. Et comment on fait? Moi, j'ai l'habitude de dire que la confiance en soi, c'est de l'expérience accumulée. Donc, c'est pas à pas, c'est petit pas après petit pas. Souvent, les gens, ils veulent être champions d'un coup, d'un seul, trop vite, presque trop vite. On ne devient pas champion en un jour. Moi, j'avais dans la tête de devenir championne, mais j'ai fait des tas de tournois, des petits tournois, des tas de matchs. J'en ai gagné beaucoup, j'en ai perdu aussi. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça que la confiance grandit. Et c'est comme ça qu'on accumule des ressources qui vont nous permettre de progresser et d'aller plus loin. Donc la confiance en est un, confiance en soi. Confiance en soi, ouais. Tu verrais quoi d'autre comme ingrédient indispensable pour un sportif de haut niveau? Il faut trouver quelqu'un en qui on a confiance et qui va nous aider sur le parcours. On ne peut pas y arriver seul, alors surtout aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, le circuit est très difficile. Moi, j'étais assez seule dans ma carrière, mais à un moment donné, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé et qui m'ont fait avancer. Et ça, c'est important. On ne peut pas y arriver seul. Et quand tu dis rencontrer des gens, c'est quoi? C'est des entraîneurs? C'est des entraîneurs, oui. Mais ça peut être un ami aussi, à un moment donné, qui va déclencher quelque chose, qui va rebooster une confiance qui s'effrite. La confiance, c'est pas un état permanent. Moi, je peux gagner un tournoi, je peux gagner un match, mais le lendemain, tout est remis en question. Le tennis, c'est difficile pour ça, parce que gagner un match, bon, tout le monde peut y arriver. Gagner un tournoi, c'est plus compliqué. Il faut gagner 4 matchs ou 5 matchs de suite. Des tas de joueurs qui font des belles performances, il y en a plein. Des tas de joueurs ou de joueuses qui gagnent plus des tournois, il y en a beaucoup moins. Ouais. On peut très bien faire un match très très bon, une belle victoire lundi. Le mardi, on remet le couvert, puis on fait un match de merde, et puis on perd, et puis le tournoi est fini. Et entre le lundi et le mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est l'adversaire. On a eu un autre adversaire. Donc la confiance en soi, bien s'entourer. Ouais. Tu verrais quoi d'autre? Ce serait quoi le troisième ingrédient important? La persévérance. Persévérance. Voilà. Faut pas perdre de vue son objectif. Si
Si on se décourage par rapport à son objectif à chaque fois qu'il y a des difficultés, c'est mort. On ne peut pas y arriver. On sait qu'il va y avoir des obstacles sur la route. Et la persévérance va permettre justement de remettre le métier sur l'ouvrage. Moi, j'ai eu des périodes dans ma carrière où j'ai fait des années catastrophiques. Ma plus belle année, c'est 78. J'avais tout gagné sur terre battue, avant Roland-Garros, etc. Mais je revenais d'une année 77 catastrophique. Je pensais même arrêter le tennis. D'accord. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, j'ai arrêté 3 mois. J'arrête tu faisais quoi pendant les 3 mois? Je faisais autre chose. Alors, je m'entraînais toujours physiquement pour garder la forme, parce que quand on revient, il faut quand même physiquement être... Et puis, je m'intéressais à autre chose. Je faisais des choses que j'avais pas le temps ou l'habitude de faire. Par exemple, tu faisais quoi? Bon, moi, j'adore le cinéma, j'adore la lecture. J'adorais à l'époque aussi la psychologie, la psychologie sportive. Et puis, je sortais un peu plus. Ça te redonnait de l'énergie? Ça me redonnait de l'énergie, et en plus, j'oubliais... la période difficile dans laquelle j'étais. Donc ça me régénérait et je repartais pas sur une page blanche, mais avec d'abord un enthousiasme, une envie que j'avais certainement perdue, parce que quand on fait des mauvaises saisons, c'est pas facile. Et puis la machine repartait, et toujours pareil, petit pas, on reprend les fondamentaux, et puis on regagne un match, on en regagne 2, on regagne un tournoi, et puis la machine se remet en marche comme ça. Il y a un truc dont j'aimerais avoir ta vision en tant que sportive et aussi en tant que personne qui a côtoyé des sportifs. Ce que je peux observer largement au-delà du sport, ça s'applique au sport mais ça s'applique de n'importe quel domaine, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, elles vont venir me voir, elles veulent créer un résultat, ça peut être devenir manager, créer son entreprise, devenir un sportif olympique. Mais la manière qu'ils vont avoir de s'entraîner pour ça, c'est ils vont faire uniquement ce qui leur fait plaisir, ou alors ils vont s'entraîner que de manière aléatoire de temps en temps. Par exemple, la personne veut devenir conférencier, elle va s'entraîner que sur une partie de la prise de parole, mais elle va peut-être pas, par exemple, s'entraîner sur sa capacité à raconter des histoires parce qu'elle aime moins ça. Et ça serait un peu comme un sportif qui s'entraîne plus sur son coup droit parce que le revers, il aime moins ça. Est-ce qu'on peut aller à haut niveau en négligeant des aspects de ton entraînement? Alors non, c'est pas possible. On est obligé de progresser dans tous les secteurs du jeu. Par contre, il y a une chose qui est évidente pour moi. Quand on a un point faible, on a tendance à passer du temps sur son point faible pour le faire progresser, au détriment parfois de son point fort. Il faut toujours entraîner son point fort. Parce que quand ça va mal, par exemple dans un match de tennis, on va se reposer sur ses points forts. On va pas se reposer sur ses points faibles. Les points faibles, il faut les travailler, bien sûr, mais il faut pas oublier de toujours aussi travailler ses points forts. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand on passe trop de temps sur ses points faibles, le point fort, il diminue. Et la confiance en soi diminue. Parce que quand on a des difficultés dans un match ou quand il y a de la bagarre, c'est les points forts qui vont faire la différence. Ton point fort, par exemple, c'était quoi pour toi? C'est le coup droit. Le coup droit. Moi, j'étais une joueuse de fond de cours. Ce qu'on appelle dans le langage courant, j'étais une rameuse, un crocodile. Voilà, je pouvais passer des heures sur le terrain. Fatigué pas, quoi. Si, je me fatiguais, mais il fallait que, jusqu'à la dernière balle, la fille savait pas qu'elle pouvait gagner. C'est pour ça que j'ai gagné beaucoup de matchs avant de rentrer sur le terrain. Parce que quand ils jouaient contre moi, ils disaient voilà, Brigitte Simon, on en avait pour 3 heures. Les points faibles, il faut les progresser. Mais si on prend l'exemple d'une conférence, si quelqu'un n'est pas à l'aise à raconter des histoires, il faut qu'il en raconte, parce que c'est vrai que c'est sympa, mais ça va pas être ça qui va le mettre en confiance. Donc en gros, c'est à la fois j'ai besoin de m'entraîner sur tous les aspects. Voilà. Et en plus, je vais mettre une vraie valeur sur les endroits où je suis déjà fort, voilà. Parce que c'est là où je vais faire une différence. Voilà. Qu'est-ce que tu te dis là, le lendemain d'un échec? Alors d'abord, ça dépend des échecs, parce que si je prends tous les matchs que j'ai fait, par exemple, contre Chris Evert, qui était première joueuse du monde à l'époque, j'ai joué 4-5 fois contre elle, elle faisait tout mieux que moi. En plus, on avait le même type de jeu. Elle jouait du fond de cours, moi aussi, etc. Mais elle faisait tout mieux que moi. Elle jouait plus vite, elle jouait plus précisément, elle était encore plus régulière que moi, etc. Mais j'ai toujours cet exemple-là par rapport à Chris Evert que j'ai joué 5 fois. Et je dis toujours que c'est ma plus belle défaite contre Chris Evert. Le match a duré 2h30, c'était à Madrid, c'était en Fed Cup avec l'équipe de France. On a dû jouer 2h30 et j'ai pris 6-0, 6-0. Pour les gens qui comprennent, tu peux perdre 6-0 et pour autant avoir gagné plein de fois de la balle, j'entends. Oui, tu peux avoir gagné plein de points et ne pas avoir fait un jeu, ne pas avoir conclu un jeu. Ouais. Mais quand tu sors d'une défaite comme ça, moi j'étais contente de moi.
Parce que je ne peux pas faire plus, j'ai tout donné. Ce qui est décevant dans une défaite, c'est quand on sent... Par exemple, je reprends ma demi-finale à Roland-Garros. La joueuse que j'ai jouée, c'est Ruzici, elle était vraiment à ma portée. Mais j'ai raté mon match, là. J'étais submergé par l'enjeu, par l'environnement, j'ai pas géré. Pourtant, j'étais joueuse plutôt mentale, bonne mentalement, mais j'étais dépassée par l'enjeu, l'événement, demi-finale à Roland-Garros, une Française à Roland-Garros, etc., etc. Donc là, j'ai vraiment eu une grosse déception. Là, j'ai eu du mal derrière à la digérer. Tu parles de l'aspect mental. Comment on fait pour se préparer mentalement à un match ou à une performance quelconque? La préparation mentale, moi, j'aime pas ce terme de préparation mentale. Je préfère le terme de coaching mental. Parce que dans le coaching, il y a entraînement. C'est des routines à mettre en place, c'est un processus psychologique qui est propre à chacun. Le coach mental va aider à ça, justement, à mettre en place des routines qui s'adaptent le mieux au joueur ou à la joueuse. Et puis, lui ou elle, il va falloir qu'elle s'entraîne à ça. Tous les jours, pour un processus, pour le mettre en place, pour avoir des ressources, des déclics, appuyer sur le bon bouton au moment où ça va mal, appuyer sur un autre bouton au moment où ça va bien. Par exemple, un bouton, c'est quoi, par exemple? Pour moi, c'est une phrase. Une phrase à te dire? Une phrase à te dire. Ça peut être un geste. Une phrase pour toi, par exemple, qui même encore aujourd'hui te donne la patate, c'est quoi? Je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Ça, tu te l'as dit et ça réveille. Alors, parce que si tu dis je suis fatigué, j'en peux plus, etc., c'est pas facile, quoi. C'est compliqué. Et imaginons, Brigitte, que là, tu puisses coacher mentalement la Brigitte quelques jours avant la demi-finale de Roland-Garros. Toi, aujourd'hui, avec ton expérience, comment t'aiderait la Brigitte de l'époque? Ça, c'est une bonne question. Tout ce que je pense moi, au niveau du coaching mental aujourd'hui, j'avais pas toutes ces armes-là quand j'étais joueuse. Donc, j'aurais pu lui amener en amont beaucoup de choses que j'avais pas. Moi, c'était une boîte à outils que j'avais concoctée comme ça au fil des années à ma sauce. Et j'aurais pu justement optimiser cette boîte à outils. Par exemple, qu'est-ce que tu aurais pu lui dire pour réduire l'enjeu, par exemple? La respiration. La respiration, on n'en parlait pas. La respiration, c'est capital. Au niveau du coaching mental, du mental, la respiration, c'est la base. Moi, je médite beaucoup aujourd'hui, mais je méditais pas à l'époque. La méditation, c'est quelque chose aussi, c'est très puissant. La visualisation, on en parle beaucoup de la visualisation depuis longtemps au niveau des sportifs. On n'en parlait pas du tout à mon époque. Donc ça, c'est des exercices simples. On a l'impression que le coaching mental, c'est très compliqué, mais en fait, c'est du bon sens, souvent. Et visualiser, ça veut dire quoi, selon toi? Parce qu'il y a plusieurs manières de l'entendre. Ça veut dire quoi pour toi, visualiser? Par exemple, imaginons, demain, je suis en demi-finale à Roland-Garros. Là, demain. Imaginons, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire quoi, là? Tu vas t'imaginer le décor, j'imagine le stade. Le stade. Ouais. Donc, tu vas t'imaginer d'abord le stade vide. Ouais. Puis tu vas t'imaginer le stade plein, ouais. Les arbitres, les ramasseurs de balles. Tu vas imaginer ton entrée sur le terrain. Je me l'imagine en étant à la première personne, c'est-à-dire je m'imagine moi regarder le stade, ou je m'imagine à la troisième personne. Alors il y a deux possibilités de visualisation. Soit tu es acteur de ta visualisation, c'est-à-dire que tu te vois bouger, tais-toi. Ouais. Soit tu te regardes. T'es spectateur. T'es spectateur. C'est-à-dire que tu regardes David Laroche rentrer sur le central de Roland-Garros. Et après, c'est à chacun de trouver sa meilleure. Est-ce qu'on est plus acteur ou spectateur? Est-ce que je visualise la victoire? Est-ce que je visualise le processus? Est-ce que je visualise en mode scénario idéal? Ou est-ce que je visualise le scénario où, peu importe ce qu'elle fait, comment est-ce que j'y réponds? Comment je retrouve mon énergie? Parce qu'il y a plusieurs manières d'imaginer cette scène-là. Comment je la visualise, selon toi? Je visualiserais un scénario idéal. D'accord. En sachant que ça va pas être facile, en sachant que... Oui, donc là, pour qu'on soit d'accord, c'est un scénario idéal dans le sens où tu gagnes, voilà. Mais c'est pas idéal dans le sens non. Elle est fatiguée ce jour-là. Et bon, on peut pas visualiser du premier point au dernier point, mais je vais visualiser mon attitude, je vais visualiser mon regard sur elle. Tu visualises pas le fait qu'elle, par exemple, soit moins bonne. Tu visualises que toi, tu as accès à tes ressources. Je me concentre sur moi. Ses points faibles, je les connais. Ses points forts, je les connais. Après, il va falloir s'adapter en fonction de la forme du jour aussi, hein, de sa capacité à faire rentrer la balle dans le court. Hein. Ça, c'est le processus qui va être dans le processus du match. Et surtout, je me crois plus forte qu'elle. Comment on peut faire ça pour se convaincre? Je suis plus fort qu'elle. Je peux gagner. C'est pas je dois gagner, mais je peux le faire. En plus, l'avantage de l'entraînement mental, c'est que tu peux le faire tout le temps. Tu peux le faire dans un canapé, tu peux le faire dans ta voiture, tu peux le faire
avant de t'endormir. Tu peux travailler mentalement dans toute situation. Il y a l'aspect entraînement en amont, tout ce que je peux faire avant pour être prêt mentalement. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que ça nous est tous arrivé cette situation-là, où on est dans la scène et là on est en train de perdre nos ressources. Par exemple, on est dans le match, tu viens de rater 3 points d'affilée et tu te mets à perdre confiance. Qu'est-ce qu'on peut faire quand dans le moment on est en train de perdre nos ressources pour les retrouver? Quand on perd pied comme ça, Ouais. c'est qu'on n'est plus dans le moment présent. On pense au coup qu'on a perdu et on se dit si ça continue comme ça, on va perdre le match. On passe du passé au futur. Et un match de tennis ou une conférence, quand on est devant un public, il faut toujours rester dans le moment présent. Donc il faut essayer de retrouver, de se recentrer. Et puis là maintenant, c'est pas grave ce qui s'est passé, de toute façon on peut plus rien y changer. Et mon coup droit, il marchait bien hier à l'entraînement. Pourquoi il marcherait pas bien aujourd'hui? Ça a mal commencé. Le tennis, pour ça, c'est bien parce que on n'a pas de notion de temps, etc. On peut très bien avoir un très très mauvais début de match et quand même gagner le match. Donc, tant que la dernière balle n'est pas jouée, on peut toujours gagner le match. Donc, ça peut revenir. Mais pour ça, il faut se calmer, d'où la respiration. Et puis revenir dans le moment présent. Souvent, quand les gens sont déstabilisés, se mettent en colère, etc., c'est parce qu'ils ne pensent qu'à ce qu'ils ont raté, et puis ils se disent si je continue comme ça, je vais perdre. Donc, et là, c'est mort. Là, ça peut défiler vite. Donc en fait, c'est je respire, je me concentre sur le présent. Et le point d'après. Juste ce qui vient juste derrière. Voilà. Faire de mon mieux juste ce qui vient. Et c'est pour ça que je dis que la confiance n'est pas un état permanent. Dans un match, tu peux très bien commencer avec confiance, puis la perdre un peu parce que le fil du jeu fait que ton adversaire te pose un peu plus de problèmes et tu commences à être un petit peu plus déstabilisé. Et puis après, ça peut repartir. Il y a des up and down. Donc il faut être capable, par rapport à ça, de gérer tout ça et de revenir toujours dans le moment présent. En tout cas, je pense que ce qui est top avec tous les conseils que tu as partagés, c'est que ça s'applique à plein de domaines largement au-delà du sport, au-delà du tennis forcément aussi. Et que dans plein de domaines, on peut être amené à revenir ici, revenir dans le présent et se concentrer sur le prochain point, même si ça peut être la prochaine phrase ou la prochaine chose que je vais dire. Est-ce que tu verrais une dernière chose importante à partager à quelqu'un qui veut être un sportif de haut niveau, là, qui est heureux de t'écouter? Un dernier truc que tu aimerais partager? Toujours croire en soi, ne pas se comparer aux autres aussi. On a tendance à se comparer à nos adversaires, etc. Moi, dans ma carrière, j'ai battu des filles, des joueuses qui étaient beaucoup plus fortes que moi techniquement. Et moi, je me demandais qu'est-ce que je peux faire pour l'embêter, pour la déstabiliser. On peut toujours, même en étant le petit poussé, battre Goliath. Donc il faut vraiment oublier l'adversaire. Il faut pas l'oublier dans le sens qu'elle est là, mais oublier ce qu'elle sait faire. Si elle est meilleure sur le papier, sinon il n'y aurait jamais de performance. On battrait jamais quelqu'un de plus fort. Donc c'est jamais écrit. Donc quand on rentre sur un terrain, il faut y croire. L'après-carrière de sportif de haut niveau, le moment où la carrière s'arrête, comment on fait la transition? Parce que je vois beaucoup de sportifs qui des fois se sont un peu perturbés par cette zone-là où ils ont une identité et là d'un coup ça s'arrête. Comment bien préparer, accompagner son changement en fait? D'abord, il ne faut pas arrêter d'un coup, quoi. Il faut la préparer. C'est comme une retraite normale, il faut la préparer. Et il faut y penser un petit peu avant et se dire, bon, dans quoi je vais m'orienter maintenant. Mais c'est pas parce qu'on fait certains choix qu'on a trouvé forcément sa voie. Moi, par exemple, c'était tellement une évidence le tennis que quand il a fallu que je me réoriente professionnellement après, ça a été compliqué. Parce que, alors j'étais entraîneur après, mais je l'ai été un peu par défaut. Et donc après, je me suis dégagé du monde du tennis. Pendant une bonne dizaine d'années, j'ai fait autre chose. Et je me suis un peu lancé dans le coaching mental et la nutrition. Je suis revenu un petit peu dans le tennis comme entraîneur à un moment donné, pendant 2 ans. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment nutrition et coaching mental à fond. Parce que en plus, c'est 2 domaines qui sont un peu encore oubliés. La nutrition, c'est comme l'entraînement. Il faut pas se nourrir bien simplement le jour du match ou la veille. C'est préparer les marathoniens. Tous les jours. Oui, c'est pas la veille du marathon qu'ils mangent ce qu'il faut, leurs compléments, machin, etc. Non, c'est clair et c'est fou parce que en fonction de comment tu manges, tu vas plus ou moins bien dormir, tu vas être plus ou moins créatif.
Du coup, ça a une influence sur toute ta vie, en fait, sans que tu t'en rendes compte. Même sur tes humeurs. Oui, tout à fait. Et l'hydratation aussi, qui est très importante. Merci en tout cas, Brigitte. Je pense que ça Merci va. à toi de m'avoir invité. Et puis, eh ben, j'espère que notre conversation inspirera peut-être des futurs champions. On en manque en ce moment des champions en France. Futur champion et futur champion de n'importe quel domaine. Parce que, de n'importe quel domaine, tout à fait. encore une fois, ça peut être la personne qui veut préparer son entretien d'embauche. Si ça se trouve, grâce à toi, elle va capter une clé importante. Ça peut être le fait d'avoir des boutons, des phrases qui te remettent de l'énergie, le fait de respirer la veille d'une performance. La veille et pendant. Pour la veille. Pendant l'entretien d'embauche, respirer avant, c'est... Respirer avant, respirer pendant, respirer après. ça peut être sympa. Hein. Merci en tout cas, Brigitte. Merci à toi, David. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.